On parlait d'énergie tout à l'heure avec le pétrole. Est-ce qu'on peut enchaîner sur le nucléaire? Le nucléaire et voir les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui est dit sur le nucléaire aujourd'hui? C'est pour faire suite à... Certains vont sortir visés, mais en gros, il y a un ancien ingénieur de télécom, de France Télécom, qui est en train d'arriver dans le monde agricole avec un certain Project. C'est qu'en fait, il y a plein de bonnes intentions où les gens te vendent des formules magiques. La formule magique, tu l'as chez toi, c'est la photosynthèse. Voilà. D'accord? C'est du carbone, de l'eau, du soleil. La formule, tu l'as, c'est facile. Te vendre des formules de calcul, et là, c'est un bureau parisien qui fait des calculs à partir de bases de données, mais pas sur le terrain. Il n'y a pas de formation agricole du tout au Shift Project. Hein. Ils essaient, avec les données qu'ils ont, d'élaborer des stratégies. La stratégie, c'est toi qui l'as sur ton terrain. C'est-à-dire que ça se discute sur le terrain. OK, dans ma parcelle, je fais quoi? C'est pas sur ton ordinateur que tu vas trouver la solution. Et vu qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une carotte et une vache, ça va être voilà, et surtout que on est parti sur des bases de données où un blé, c'est tant d'engrais azotés en sac que tu mets et tout ça. Sauf que non, dans la nature, il n'y a pas d'engrais azotés. Tu vas photosynthétiser ton engrais toi-même. Oui, c'est surtout que ça dépend d'un contexte à l'autre, quoi. Et en fait, c'est encore une fois la formule des... Peut-être me faire mal voir encore de dire ça, mais c'est qu'en gros, c'est les soi-disant formules des bons élèves de l'agriculture. C'est les techniciens de la plaine et les céréaliers. C'est en gros... Ils veulent des protocoles tout faits pour faire les cultures. Un colza, c'est tant d'azote et tout. Un blé, c'est tant. Un maïs, c'est tant. C'est tel désherbage, tel truc. Alors qu'en fait, c'est quand on commence à rentrer dans certains appellent l'agriculture génératrice, le semi-direct sous couvert permanent. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, on se rend compte que la seule question qu'il faut se poser, c'est où en est ma parcelle à tel instant, quels sont les besoins à tel instant, est-ce qu'il faut que je mette, est-ce qu'il ne faut pas que je mette, économiquement comment je suis, ma valeur ajoutée derrière quand je vais vendre mon produit, enfin, c'est tous ces trucs-là qu'il faut voir, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que ton sol, quand il ne fait pas de photosynthèse, il se dégrade. C'est-à-dire que quand tu rates un créneau de photosynthèse, tu sais que tu perds du potentiel. Donc l'obsession, c'est pas couvrir pour couvrir, c'est que vraiment je perds du potentiel. Donc si tu veux enrichir ton sol, il faut produire du végétal. On a dit qu'on avait appauvri les sols en surproduisant. Non, on a appauvri les sols en arrêtant de produire, en ne recyclant pas ce qui est produit. Donc en fait, il y a pas la formule magique, c'est toi qui vas la trouver. Et c'est un côté technique, mais là c'est vraiment sur le terrain que tu vas la trouver. Donc les formules trouvées sur ordinateur, ça marche pas, il faut être sur le terrain. Mais en fait, toi... pour enrichir ton sol, il faut mettre de la matière organique. L'enrichissement, c'est par la matière organique. Augmenter ton taux. Si tu prends la matière organique ailleurs que tu mets à un endroit, oui, ça marche. Mais seulement, l'idée, c'est de la faire sur place. Okay. Et c'est là où il faut arrêter de calculer. La nature ne calcule pas, elle produit tout. Nous, on calcule tout et on ne produit plus rien. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Donc, ouais, ben voilà, on arrête, on pose l'ordinateur, on va sur le terrain, tu plantes un arbre, lui, il le fait. Alors là, c'est vexant parce que si tu mets une forêt, ça marche tout seul. Et nous, on est en train de galérer, oui, parce que avec une charrue et un semoir engrais. Et c'est qu'en fait, on a oublié ce que fait la nature. C'est de la biomasse, du carbone, de l'eau, du soleil, mais il faut que ta machine, elle tourne plein pot. Quand on regarde la nature, elle n'enfouit rien, elle laisse tout en surface. Tout à l'heure, je vais préciser pour ceux qui n'ont pas suivi, quand tu parles entre 5 et 10% de matière organique, tu parles dans les 5 premiers centimètres, parce qu'il y en a qui ne vont pas nous suivre. Parce qu'il y a certaines analyses de sol, ils prennent sur 30 cm, alors que ça ne sert à rien, tout se passe dans les 5 premiers centimètres. Il n'y a rien à aller chercher en dessous. Alors, il faut tout laisser en surface. Enfin, et bref, et quand on fait des analyses de sol pour le taux de matière organique, quand tu parles de 5 à 10% de matière organique, c'est dans les 5 premiers centimètres. En dessous, ça dilue et voilà, en fait, au final, la valeur ne va pas être effective, elle ne va pas être pertinente. Oui, en tout cas, sur ma manière de travailler. Sur le truc, parce que toi, il faut imaginer, tu as deux horizons, tu as la partie nourriture et décomposition. C'est-à-dire que les micro-organismes des sols décomposent et pour nourrir ta plante qui va recomposer le système. C'est un cycle permanent. Donc toute l'activité biologique, elle est là. Ton sol, c'est un composteur. En fait, il y a décomposition des éléments pour nourrir tes plantes. Et ton pour sol... ensuite les recomposer dans la plante, qui va ensuite retomber et se redécomposer. Et voilà. Et maintenant, on est en train de voir, et la FAO est en train de voir que ta flore intestinale, c'est la même chose. Tu manges des aliments, dedans, il y a des bactéries, des champignons, qui vont commencer la décomposition pour que ton organisme puisse les digérer. Dans les sols, c'est exactement la même chose. Les bactéries, les champignons font le travail de décomposition pour nourrir tes plantes. Et que c'est pour ça que quand tu as des mycorhizes, ça marche beaucoup mieux, oui, parce que tu as tout un système qui est là, qui va prédigérer les aliments et que ta plante ne peut pas faire. Alors ta plante, si tu lui mets de l'engrais, c'est prédigéré, ça passe. Si tu n'as pas d'engrais, c'est les bactéries et les champignons qui font le boulot. Pareil, pour ceux qui jurent que par l'engrais de synthèse, il faut savoir que l'engrais de synthèse, c'est extrêmement agressif pour les micro-organismes du sol. C'est-à-dire qu'un ver de terre, il passe devant une bille d'azote, il brûle, lui. Il va le digérer, certes, mais une fois qu'il aura digéré l'azote, il va mourir. L'engrais de synthèse, il faut imaginer, c'est comme une perfusion. On te met une perfusion, tu vas tenir le coup, mais tu es en mauvaise santé, en fait. Et donc, en fait, tu maintiens les plantes sous perfusion, oui, ça marche. Même chose pour les fongies. Et pour l'eau, c'est pareil, en fait. Tout ça, c'est cyclique, c'est permanent.
il faut décomposition, recomposition. Et entre les deux, c'est les micro-organismes. Tu sais, quand tu fais du pain au levain, tu as toujours une levure qui tient tout ça. Et en fait, tu nourris ton levain. Et bien ton sol, c'est pareil, tu le nourris. Mais tu le nourris avec quoi? De la matière organique. Donc au départ, quand tu pars de zéro, bah, tu prends un parking, tu mets du compost dessus, tu fais des fruits et légumes, toute ta vie là-dessus. À condition que tous les fruits que tu sors et légumes, les gens te ramènent la matière organique après. Et le souci, c'est qu'on n'a pas de retour de matière organique, et là, on épuise la terre. C'est pour ça qu'avant, on était appelés les cutéreux, c'est que les maraîchers, avant, quand ils amenaient leurs légumes dans le village, ils repartaient avec leurs charrettes pleines de merde. Enfin, de toute façon, justement, c'est pas de la merde, c'est de la fertilité. Et, voilà, et c'est qu'en fait, c'est la base de tout le système. C'était Claude Bourguignon qui expliquait que les sols, ils avaient étudié ça sur les maraîchers de Paris, ils avaient estimé à peu près l'épandage en matière organique, c'était 50 tonnes par an et par hectare, quoi. Donc c'est pour ça, quand on voit les plans de fumure de certains, où la majorité ils mettent 15 tonnes par hectare et par an, et qu'ils disent ouais, il va y avoir des nitrates et tout, ça va polluer et tout, on voit bien que comparé à 50 tonnes d'effluents purs, on est large, quoi. On peut en épandre, quoi. On va pas être de trop. À condition qu'encore une fois, le sol soit capable de l'absorber, qu'il n'y ait pas de lessivage. Et comment tu fais pour que le sol soit capable de l'absorber? Il faut que la surface des 5 cm là, ne sèche jamais. C'est-à-dire que si tu laisses sécher tes bactéries et champignons meurent et ça ne retient plus l'eau et ça ne décompose pas le truc, l'activité biologique s'arrête. Et quand tu retiens tout ça, c'est avec des racines. C'est-à-dire que tu as deux profils. Tu as la partie nourriture, décomposition qui est en surface, et la partie racine, c'est pour aller chercher un peu les minéraux et surtout l'eau. Donc en fait, il faut un profil descendant. C'est pour ça que maintenant, on cherche des racines pivotantes qui vont chercher l'eau. La décomposition se fait en surface. Et quand tu as des nitrates qui arrivent dans les nappes phréatiques et des polluants, c'est parce que tu n'as rien retenu en surface. Et qu'en fait, plus tu vas avoir de matière, c'est pour ça qu'on va chercher l'eau propre sous les forêts, parce que là, tu as une grosse activité. Là, on ne mesure pas le taux de nitrate dans les sols, on s'en fout, parce que là, il y a énormément de nitrate, d'azote et tout ça, oui, mais en surface. Parce que tu as un système qui retient tout, tu as une éponge. Et ben voilà, ton éponge, elle doit travailler, elle ne doit jamais sécher, et là, ça part plein pot. Mais c'est toujours pareil, tout ce système-là des sols, il faut de l'énergie, parce que les micro-organismes, ils n'ont pas de soleil, ils n'ont pas de photosynthèse, les bactéries n'ont pas de photosynthèse, les champignons non plus. Donc en fait, il faut imaginer que tout cela, ils travaillent, soit ils prennent l'énergie dans ta matière organique qui se décompose dans le carbone, qui s'est décomposé, soit ils se branchent directement sur les racines des plantes pour se connecter aux panneaux solaires. Et en fait, tout le vivant est basé sur la photosynthèse. Quand tu augmentes ton taux de photosynthèse, c'est tout le vivant qui repart et qui va impacter donc la santé des nappes phréatiques parce que tu as une grosse activité biologique au-dessus. Tu vas impacter donc ta santé parce que tu vas manger des produits de la terre sains parce que tu auras toutes les bactéries, et tu vas impacter le climat parce que tu vas répondre aux besoins du climat. Le climat, il a besoin qu'on transpire pour évacuer la chaleur et provoquer la pluie. En fait, imagine, la Terre, il n'y a pas de vent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent, la Terre ne tourne pas, il n'y a pas de vent. Et bien en fait, ta forêt, elle va générer ses propres pluies. C'est ce qui se passe en forêt équatoriale où en fait, la journée, tu as une grosse évaporation. Le soir, il pleut tout le temps. Et nous, on était embêtés en avion parce que tu as toujours des nuages au-dessus des forêts. C'est vraiment galère, tu as de l'humidité tout le temps. Ouais, sauf que tu vas dans les déserts, c'est tranquille, il n'y a pas d'humidité. Oui. Et bien en fait, ton nuage, en fait, c'est pour ça que les forêts de sapins brûlent tout le temps. C'est parce que le sapin n'est pas capable de transpirer assez pour provoquer la pluie. Alors que le feuillu, qui a une grosse surface foliaire, lui, il est capable de transpirer tellement qu'il va provoquer la pluie qui passe au-dessus. Les gens qui étudiaient là-bas expliquaient aussi qu'on pensait que les arbres ils poussaient de manière aléatoire, alors qu'en fait ils poussent de taille même différente pour que le courant d'air circule au-dessus des arbres et que justement les nuages restent plus longtemps au-dessus de la forêt pour qu'il pleuve le plus possible. Tu le vois sur les sites météo, c'est qu'en fait tu as les nuages, les orages, les pluies qui suivent les rivières ou les forêts. Et en fait, on dit ça remonte la rivière. Oui. L'eau attire l'eau d'ailleurs. Voilà, l'eau appelle l'eau, et qu'en fait, si le nuage se décale par le vent, ça s'arrête. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, le côté pervers de l'eau, c'est qu'il va pleuvoir là où il y a de l'eau. Voilà, c'est ça. Donc il faut ramener de l'eau. Et dans le climat océanique tempéré et le climat continental, la différence c'est quoi? C'est la présence d'eau, donc un taux d'évaporation proportionnel à la chaleur. Dans le désert, il n'y a pas d'évaporation, les températures, c'est 50 degrés. Au niveau des océans, il y a quelques degrés d'écart entre le jour et la nuit. Et il peut geler dans le désert le matin et faire 50 degrés l'après-midi. Oui. Donc en fait, il n'y a pas de hasard en fait, au final. On se dit, ouais, c'est tel continent, c'est normal, là-bas il fait chaud, alors qu'en fait, pas forcément. En fait. Non, c'est qu'en fait, tu as une puissance solaire. Au niveau de l'équateur, tu es quasiment direct, ça tourne tout le temps. L'équateur, il n'y a pas de saison. Eux, dans les forêts équatoriales, tu as une puissance végétale énorme, ils n'ont pas de problème d'eau, tu coupes les arbres, tu te retrouves en plein désert. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, on ne sait pas pourquoi le Sahara a perdu ses arbres.
mais on sait que Oui, on le sait fait d'avoir on perdu... sait que le Sahara, c'est une fabrication de l'homme et qu'avant, il y avait une forêt équatoriale dessus. Alors, l'homme ou pas, je ne sais pas. C'est qu'en fait, la disparition des arbres provoque la désertification. Les Indiens d'Amérique disaient aux Américains, quand vous aurez coupé les derniers arbres, vous comprenez que l'argent ne se mange pas. En fait, l'arbre, ce n'est pas un décor. C'est la machine, en fait. C'est la machine à tout, mais c'est la machine à photosynthèse. Donc, nous, en agricole, il faut résumer ça. OK, comment je fais pour faire comme les arbres? Parce que je ne vais pas manger du bois, je ne vais pas donner du bois à manger aux autres. Je dois produire la même quantité de matière organique, donc de surface foliaire, des racines profondes, de la surface foliaire, de la biomasse, pour que ma machine, elle tourne aussi bien que la forêt. Et du coup, on en revient sur le sujet que je voulais traiter tout à l'heure. On parlait des énergies. Ton point de vue sur le nucléaire, les énergies renouvelables, parce qu'on sait que moi, c'est le cas sur la ferme, j'ai des panneaux solaires sur les bâtiments. Quels sont ton point de vue au niveau énergétique dans les années à venir? Est-ce qu'il vaut mieux passer sur du panneau solaire? Ton point de vue sur les éoliennes, le nucléaire, tout ça? Depuis les années 80, pendant 30-40 ans, on nous a expliqué que le nucléaire, c'était pas bien. Donc là, on est en train de... Dernièrement, beaucoup de pubs sur les panneaux solaires, le tout à l'électrique, les éoliennes, qu'elles soient sous-marines, en pleine mer, sur les terres et tout. Qu'est-ce que c'est que le nucléaire? Est-ce que c'est si bien que ça? Parce qu'apparemment maintenant, avant on savait pas faire du nucléaire, maintenant on sait en faire du propre. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce... Le nucléaire, c'est l'énergie qui est contenue dans les noyaux des atomes. D'accord? Nous, quand on fait de la photosynthèse, c'est l'énergie qui est contenue dans les liaisons moléculaires entre atomes. C'est-à-dire que le CO2, si tu veux, il y a des liaisons. Et en fait, la photosynthèse modifie les liaisons. Et quand tu casses ou tu crées des liaisons, tu dégages ou tu absorbes de l'énergie. Dans le nucléaire, quand on fait de la fission, on casse un noyau, on libère de l'énergie. On fait de la fusion et on libère de l'énergie. Le souci, c'est que quand tu fais du nucléaire, c'est qu'on l'a fabriqué, la première chose, c'était pour la bombe, c'était pour faire la bombe nucléaire. Oui, c'était pour faire sauter des gens. Alors, ce que disait Einstein, c'est E égale mc2. C'est l'énergie contenue dans une explosion nucléaire. Mais c'est une explosion, si tu veux, une explosion nucléaire, c'est une réaction nucléaire qui est instantanée et totale. Et nous, en fait, dans nos centrales nucléaires, on ne fait pas une réaction instantanée, on ne fait pas d'explosion. Oui. On fait chauffer de l'eau et on prend une turbine et machin. Donc en fait, on n'a jamais E égale mc2. Et le problème, c'est que le combustible, il faut le fabriquer. Alors tu prends la mine, tu vas extraire, tu dépenses de l'énergie. Tu vas enrichir ton uranium pour pouvoir faire du combustible. Là, tu dépenses énormément d'énergie. Ensuite, tu vas devoir fabriquer la barre de combustible. Quelle énergie tu dépenses? Faut du pétrole. Pétrole, okay. Faut un truc de base. Faut faire tourner des centrifugeuses. En fait, faut le broyer, centrifugeuse. C'est très compliqué. Quand on a fait ça pour les bombes, ça avait coûté 2000 milliards de dollars aux Américains. Ça a été un crash programme. Fallait aller vite. Mais c'était, si tu concentres de l'énergie à un endroit pour tout libérer en instantané. Si tu concentres de l'énergie et que tu veux récupérer l'énergie, t'en perds tout le temps. Tu ne fais que perdre de l'énergie. Donc en fait, le système là, quand tu produis 1 kW d'électricité avec une centrale nucléaire, dans toute la chaîne d'avant et la chaîne d'après, parce qu'il faudra démanteler, retraiter les déchets, les machins, tu as dépensé plus de 3 kW. Pour en produire un? Pour en produire un. C'est une aberration en fait, ce truc-là. En fait, tu vois, les fumées que tu vois dans la centrale nucléaire, c'est de la chaleur qui est partie. Okay. Donc en fait, oui, c'est de la vapeur d'eau. Voilà. Et ben cette chaleur-là qu'on met dans les rivières, dans la mer ou dans la fumée, imagine que c'est 70% de l'énergie qui est perdue. 70%. Le rendement, il est catastrophique. Et c'est pour ça que maintenant, ils parlent de faire des SMR, les micro-centrales, parce que la SMR, on l'a, c'est dans les sous-marins et les porte-avions. C'est-à-dire que tu fais une réaction chimique avec de l'eau, tu fais de la vapeur, mais la chaleur, tu peux la récupérer pour des bâtiments et tout ça. Ouais. Sauf ce qu'on ne te dit pas, c'est le prix que ça coûte. C'est une fortune, et comme c'est classé secret défense, on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe, sauf que ça coûte très très cher, qu'on ne peut plus faire, on n'arrive pas à payer. Ce qu'on n'a pas dit dès le début, c'est qu'en fait, on s'est enfermé dans un programme. Quand on a inventé l'énergie renouvelable, ça veut dire que ce jour-là, on a admis que le nucléaire n'était pas renouvelable. Oui, voilà, mais c'est ça. Ils ont dit on peut recycler l'uranium. Oui, on peut réenchir l'uranium, mais tu dépenses de l'énergie. Oui, tu dépenses encore plus d'énergie que tu en avais déjà dépensé la première fois. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, depuis 50 ans, les déchets, on n'a toujours pas de solution. La meilleure solution, c'est de mettre dans des piscines. Donc là, on est en train de reconstruire 3 grosses piscines, un truc, mais c'est un budget énorme, en fait. Pourquoi on est parti là-dedans? C'est parce qu'on avait de l'uranium pour fabriquer les bombes. Donc en fait, ça permettait, entre guillemets, de recycler l'uranium des bombes. Sauf que ça nous coûte une fortune. On ne sait plus payer. On ne sait pas payer tout ça. Ça coûte beaucoup trop cher. C'est pas juste je prends de l'uranium, je prends un minerai, je le mets dans la machine, ça marche. Non, c'est pas du tout comme ça. Et le problème aussi, c'est qu'en fait, on a irradié pas mal de zones. On a des poubelles nucléaires qui débordent. Ça coûte une fortune. Et il y a des déchets nucléaires, il faudra des millions d'années pour les dégrader. C'est-à-dire que ça va se désintégrer, mais c'est une bombe à retardement pour les générations d'après. Et aujourd'hui, pourquoi il n'y aura jamais d'EPR? Parce que quand Macron dit qu'il y aura des EPR2, non, on n'a pas les plans. La machine qu'on a là, elle ne marche pas parce qu'il y a des vibrations.
Et on sait qu'il n'y en aura pas. C'est pour ça qu'ils partent sur un programme de SMR, comme les sous-marins et les porte-avions qu'on a. Sauf que quand tu fais le bilan, le prix financier, le prix réel, mais c'est pas possible. Parce que l'uranium, il est russe, on n'en a pas en France, parce que les mines sont dangereuses. Parce que les mines qu'on a laissées au Mali, c'est une catastrophe. Hein. Pour les gens qui habitent là-bas, c'est foutu pour des années. Hein. Donc, on n'a pas d'uranium, ça coûte très très cher. On ne sait pas recycler les déchets, on ne sait pas démanteler des centrales nucléaires. Et en fait, quand on parle de renouvelables, c'est que l'autre n'est pas renouvelable. Et donc, quand tu parles des panneaux renouvelables, ils ne sont pas renouvelables non plus. Mais non, les panneaux solaires, c'est que tu prends un minerai en fait. Et le souci des panneaux solaires en agricole, c'est qu'en fait, la température des panneaux l'été, c'est 70-80 degrés.